Si vous désirez prolonger la magie de ce podcast, je suis très heureuse de vous informer de la sortie du livre « Métamorphose, éveille ta conscience » aux éditions Erol. Ce livre est un voyage des mots parmi 33 podcasts iconiques de métamorphose. Vous y retrouverez la quintessence du message d'invités comme Laurent Gounel, Maud Ankawa, Christophe Andrine, Natacha Calestrémé, Fabrice Midal et bien d'autres encore avec des citations éclairantes et des illustrations de Manon pour intégrer les concepts. Merci infiniment du chaleureux accueil que vous lui réserverez en ligne et chez votre libraire préféré. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. J'ai le plaisir d'accueillir un pionnier du soin des cheveux, auteur d'un livre sur les cheveux au naturel et cofondateur de l'enseigne Biocoiffe avec son père. Cet ancien chercheur en sciences est passionné d'ingrédients bio et naturels pour sublimer nos crinières tout en préservant l'environnement. Les cheveux, un sujet parfois rangé dans la catégorie superficielle, alors plus qu'une partie de nous, le cheveu est un art et joue un rôle important dans notre santé et celle de notre planète. Mon invité va nous dévoiler les secrets pour avoir de beaux cheveux au naturel en évitant les méfaits des soins et colorations chimiques. J'ai le grand plaisir de recevoir Simon Assoun dans Métamorphose. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Anne. Alors ça me fait vraiment plaisir de te recevoir déjà parce que moi je suis une inconditionnelle de l'enseigne Biocoiffe depuis des années. Je connais bien ton papa aussi qui est fondateur de Biocoiffe, Charlet Assoun. Alors la passion du cheveu est dans la famille depuis 2005. Ton père était un des pionniers vraiment en France à lancer cette enseigne en 2005. Quel constat, 15 ans plus tard, vous faites aujourd'hui ? Alors déjà, merci pour ton lapsus, parce que enseigne ancienne, effectivement, on a été pionniers Oui. et on a été les plus anciens à proposer le concept d'un salon de coiffure végétal. Alors 15 ans plus tard, je dirais, pari réussi. C'était pas évident, c'était un long parcours. Charlet, donc mon père, a commencé seul en tant que pionnier, et être pionnier, c'est jamais simple. Oui. On se moque, on n'est pas cru, on prend des risques. Donc il a tenu bon, il a été têtu. Tu connais peut-être mon père de ce point de vue-là aussi. Il a été persévérant et ça a porté ses fruits. Donc 15 ans plus tard, on est parti d'un petit salon dans le 13e arrondissement de Paris, où il a fait ses premières expériences. Et aujourd'hui, il y a plusieurs adresses à Paris, plusieurs adresses en France, et on commence à proposer nos produits et notre savoir-faire dans d'autres pays. Comment est-ce qu'il en est venu à la coloration végétale, en fait ? Il a fait un constat que ces produits étaient mauvais pour sa santé, à titre personnel ? Exactement, et je dirais tout d'abord des convictions personnelles. Puisque je suis son fils, je peux témoigner de sa tendance à être toujours très pointilleux sur ce que l'on mange, sur ce que l'on se met sur la peau. Il a toujours été intéressé très tôt par les médecines parallèles, les huiles essentielles. On a vraiment baigné dans les huiles essentielles étant petit. Donc c'est des convictions déjà, il était visionnaire et il a senti que les choses allaient changer dans le futur. Donc là-dessus, ces convictions l'ont fait naturellement s'orienter vers ces choses naturelles. Et le vrai déclic, comme tu le dis, ça a été un réflexe santé, puisqu'en tant que coiffeur, il a été confronté à des allergies assez lourdes avec justement les colorations chimiques. Donc à partir de là, il a eu l'intelligence de tout jeter à la poubelle et il est rentré en contact avec un fournisseur qui lui a envoyé à l'époque des pigments végétaux, donc des poudres de plantes avec lesquelles il a fait ses premières expériences. Alors évidemment, il a fait un vrai travail de recherche, un travail scientifique. Je me souviens encore avec ses enveloppes, ses chronomètres, les temps de pause, les formules. Et il a utilisé aussi certains cobayes, certains de la famille s'en souviennent encore. Forcément, il fallait faire ces expériences, mais ça a porté ses fruits. Il a trouvé des protocoles qui fonctionnaient, il a mis au point ses recettes, et jusqu'au moment où il a professionnalisé ses formules pour pouvoir les appliquer à ses propres clientes. Donc il en est venu là, par ses convictions et par un réflexe santé et beaucoup de persévérance. Donc aujourd'hui, pour finir sur Biocoiffe, c'est vraiment une enseigne, décidément, qui est 100% végétale, de coloration végétale, le soin du cheveu au naturel, c'est ça ? C'est ça, c'est que quand il s'est aperçu de deux choses quand il a fait ses tests. C'est déjà que la coloration végétale, les pigments végétaux pouvaient colorer le cheveu de façon durable et efficace, avec tout un panel de couleurs infinies. Et le deuxième effet, c'est la qualité du cheveu.
il s'est rendu compte que non seulement ça colorait, mais ça soignait le cheveu. Et à partir de là, oui, il s'est dit, pourquoi pas proposer uniquement des colorations végétales dans un salon de coiffure. Donc, comme je l'ai dit, il a jeté toute la chimie à la poubelle et il s'est dit, on va faire que du végétal pour nos clientes. À la fois pour lui, pour la santé du coiffeur, et pour ses clientes. Et on pourra en parler peut-être après pour l'environnement. Tout à fait. On va revenir longuement sur les colorations capillaires, qui est quand même un sujet clé. Alors avant d'en arriver là, quel est le cycle du cheveu au cours d'une vie et de quoi est constitué un cheveu? Un peu qu'on comprenne un peu mieux de quoi on parle finalement. Alors, effectivement, là, on va parler de biologie. On va faire un petit cours sur le podcast. Alors, je vais d'abord répondre à la question de quoi est constitué le cheveu. Oui. Il faut l'imaginer tout simplement avec une racine et une tige. La racine, c'est le bulbe, j'allais dire olfactif. C'est vrai que les colorations sentent bon, mais le bulbe folliculaire et la tige est composée d'une moelle, du cortex. Et à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les écailles, c'est la cuticule. Donc, sur un dessin, c'est beaucoup plus clair, mais voilà de quoi est constitué un cheveu. Et ensuite, il y a effectivement un cycle. Tu le dis très bien, le cycle du cheveu, il est composé de 3 étapes. La phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. Bon, alors, c'est des termes assez techniques, mais en résumé, il faut retenir que c'est la phase de pousse qui dure de 3 à 4 ans. Ensuite, la phase d'arrêt, c'est-à-dire que après que le follicule ait produit de la kératine et produit du cheveu et permis aux cheveux de croître, ça s'arrête, le follicule se renferme sur lui. Et la 3e étape, c'est la phase où le cheveu tient au bout d'un fil, entre guillemets, et il suffit d'un geste ou d'un brossage pour le faire partir. Alors, il y a une injustice qui existe, c'est que le cycle chez la femme est plus long que le cycle chez l'homme. Donc, on va dire que l'homme se dégarnit plus tôt et perd ses cheveux plus tôt que chez la femme. Mais c'est ainsi. Et c'est ainsi. Ouais, parfois on dit qu'on change de nature de cheveux au cours d'une vie. Est-ce que c'est vrai ou c'est une croyance populaire? Alors non, c'est pas une croyance populaire, c'est quelque chose qui est réellement observé. Et je suis sûr que dans tes auditrices, ça parle aux femmes qui nous écoutent. Le cheveu peut changer de texture, de brillance, de couleur, d'épaisseur selon les phases de la vie. Alors, il y a des perturbations hormonales, certaines qui sont positives, c'est-à-dire quand une femme tombe enceinte, d'autres qui sont liées à l'environnement, et ces phases-là doivent être observées et on peut réagir facilement avec les bons produits sur les différentes observations qu'on peut avoir sur ses cheveux. C'est connais-toi toi-même, il faut apprendre à se connaître et à connaître ses cheveux. D'accord. Mais parfois j'avais l'impression que moi j'avais des cheveux plutôt assez souples quand j'étais plus jeune. Ensuite ils ont été plus raides et maintenant ils redeviennent un peu plus frisés, ondulés, voilà. Donc j'avais le sentiment qu'on pouvait même sans parler des hormones, alors c'est certainement hormonal, hein, mais au cours d'une vie, est-ce qu'il y a ce cycle des 7 ans où les cheveux peuvent changer de nature comme ça régulièrement? Pas forcément. Alors les cheveux changent de nature. Les 7 ans, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, selon l'endroit où on vit, selon l'environnement, selon effectivement le stress aussi, c'est psychologique, c'est hormonal, on peut avoir des textures de cheveux différents. L'âge aussi, qui travaille. Effectivement, quand, comme tu le disais, le cheveu de l'adolescente est élastique, souple, brillant, et ensuite Plus gras aussi parfois. plus gras parfois aussi, et ensuite en fonction des produits qui sont utilisés, on en reparlera, c'est la texture qui peut changer et être améliorée avec le temps. Et avec l'âge, effectivement, le cheveu perd sa couleur, perd de son élasticité, de sa brillance, mais là encore, il y a des solutions. Alors on en parlera aussi. Alors dans toutes les civilisations et les cultures, le cheveu est quand même objet de fascination, hein, dans l'histoire. On parle de cette parure, de la chevelure. Pourquoi est-ce que finalement c'est un symbole comme ça aussi important? Alors, en effet, le cheveu est un symbole fascinant, un objet même de fantasme. À travers les âges, il a toujours été l'objet de contes, de légendes. On peut remonter dans la tradition, on va recommencer par les Romains, où personne ne pouvait mourir tant que la reine des enfers n'allait pas couper les cheveux qui le rattachaient à la vie. C'est-à-dire que le cheveu était même vu comme le siège de l'âme dans certaines traditions, en tout cas rattaché à l'âme. Chez les Grecs également, on peut trouver des légendes où pour couper tout court à toute douleur, c'est un dieu qui doit venir couper les cheveux. Il y a une réelle fascination à travers les âges. Dans les arts, on trouve aussi, dans la peinture,
au cinéma. On voit très bien à quel point, certaines stars se sont fait connaître par leurs cheveux, leurs coiffures, leurs couleurs. Et puis on pense aussi aux dessins animés. Moi, je pense au Disney où on voit réellement le cheveu mis en valeur, mis en avant. C'est un moment, alors des images qui me viennent en tête, hein, mais qui parleront à tes auditrices, c'est quand, je sais pas, Cendrillon ou Ariel se coiffent devant le miroir. C'est un moment important où elle ouvre son cœur, où elle pense à son amoureux. Ouais. Et je terminerai par une chose, c'est que c'est très important. On a eu la chance chez Biocoiffe d'avoir comme cliente Françoise Lhéritier. Françoise Lhéritier, c'est une anthropologue qui a succédé grande féministe. Exactement. Et que j'ai eu la chance d'interviewer. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut lui parler à cette dame. Et au moins pour acquérir quelques sagesses. Et elle nous a rappelé à quel point le cheveu était symbole de la féminité, était l'expression d'une personnalité. Elle m'avait dit aussi qu'au cours d'une journée, une femme pouvait changer de personnalité avec une coiffure différente. Un chignon le matin, les cheveux lâchés le soir, on se recoiffe pour le dîner. Et donc elle m'a rappelé à quel point c'était important. L'aspect religieux aussi, on a vu que les hommes voyaient les cheveux de la femme d'un mauvais œil. Enfin, ils ont voulu toujours prendre le contrôle de la chevelure. Il faut le cacher, il faut le réglementer, il faut ne le dévoiler que à son mari. Et donc, c'est vraiment un sujet et un objet de fascination. Je terminerai juste par l'aspect psychologique. On sait très bien que une femme va couper ses cheveux pour s'affranchir d'une histoire, pour oublier son passé, par exemple quand elle a une rupture. Et c'est très important. Et cette recherche de couleur aussi, qui correspond aussi à une recherche d'identité, de personnalité différente, est aussi important. Alors chez les hommes aussi, hein, parce qu'il y a la légende de Samson. Oui, c'est important d'en parler parce que là, déjà, on a des auditrices et des auditeurs dans Métamorphose. Hein, c'est pas un podcast 100% féminin, donc c'est vraiment important qu'on s'adresse aux deux, effectivement. Et puis chez les hommes, il y a des cultures où les hommes ont les cheveux longs, ou même dans l'histoire. En effet, il y a des cultures où parfois les rois, à une époque, les rois avaient les cheveux longs. D'ailleurs, notre ingénieur son Pierre-Marie, là, a les cheveux mi-longs. En effet, et donc Pierre-Marie sera rassuré, les cheveux longs étaient à une époque un signe de virilité et de force. Et donc l'histoire et la légende de Samson, qui détenait toute sa force dans ses cheveux, est aussi présent dans l'inconscient collectif. D'accord, donc c'est important aussi de le signaler. C'est vrai que quand on a envie de changer de vie, qu'on se dit on recommence à nouveau, parfois on voit des gens qui ont des solutions un peu radicales, qui est de se raser la tête ou de se couper les cheveux très courts. Il y a vraiment cette symbolique de la boule à zéro pour tout recommencer, mettre à neuf. Oui, là on pense à certaines cultures monastiques qui se rasent les cheveux pour pouvoir peut-être être plus en contact davantage avec le cosmos, avec l'univers, mais c'est de toutes les époques, de tous les âges, c'est clairement un objet, le cheveu, de fascination, de fantasme et d'érotisme. Hein. On sait même que je parlais du cinéma tout à l'heure, certaines scènes où la personnage ou le personnage se coiffe a une connotation sensuelle, sexuelle parfois, donc c'est un objet très important. On est bien content de s'en occuper et de l'entretenir. Ah ouais, super. Passons un peu à la partie plus pratique. Pour avoir de beaux cheveux, bien les entretenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment bien choisir son shampoing? Et qu'est-ce que tu penses aussi de la tendance du sans shampoing, du no-poo, qui a été un moment qui est peut-être un petit peu moins en vogue en ce moment, mais oui, qui a fait parler d'elle? En effet, le mouvement no-poo, c'est une étape importante. Moi, je donne mon avis, c'est que je comprends cette réaction un peu radicale de se dire, allez, on arrête les shampoings. Parce qu'il y a un certain ras-le-bol des produits industriels, les molécules qui changent, qui se remplacent, qui sont toutes nocives, polluantes, irritantes. Donc je comprends ce ras-le-bol. Cependant, se laver les cheveux est indispensable. Il y a la pollution, il y a les sécrétions naturelles, le sébum, qui fait que il faut se laver les cheveux. Il y a une hygiène à avoir au-dessus de sa tête. Donc il faut, pour répondre à ta question, bien choisir son shampoing. Bien choisir son shampoing, ça veut dire déjà poser le diagnostic. Quel est le problème s'il y en a un? Est-ce que j'ai les cheveux gras? Est-ce que j'ai les cheveux secs? Est-ce que j'ai les cheveux ternes? Est-ce que j'ai les cheveux qui tombent? Poser le bon diagnostic, trouver la raison et ensuite trouver le bon shampoing qui va avec sa routine pour résoudre ce problème. En général, est-ce qu'on connaît notre type de cheveux? Est-ce que les gens arrivent dans vos salons et connaissent déjà leur type de cheveux? Certaines, oui. Certaines, d'autres croient savoir.
Mais il y a un petit test simple à faire, c'est justement d'arrêter de se laver les cheveux pendant 2-3 jours et de voir ce qui se passe. Si au bout de 3 jours ou même au bout d'un jour, on voit qu'il y a, une brillance ou un peu de gras dans les cheveux, ça veut dire que vous avez les cheveux gras. Si, rien ne se passe et que vous avez les cheveux encore brillants au bout de 3 jours, bah, vous avez les cheveux normaux. Et si vous avez les cheveux qui commencent à être un peu rêches, un peu cassants, là, ça veut dire que vous avez les cheveux secs. Donc c'est simple à faire, il suffit d'attendre et de voir ce qui se passe. Donc le diagnostic étant posé, ensuite, il suffit d'aller chercher, alors parmi des produits plutôt naturels et bio, de quoi répondre. Et il y a dans la nature et dans les plantes qui sont à notre disposition, des merveilles, qui permettent de résoudre, le problème, de chacune et de chacun. Alors tu le disais, il faut privilégier les shampoings bio et naturels. Quels sont à contrario, dans les shampoings conventionnels, les ingrédients qu'il faut absolument éviter et qui abîmeraient le cheveu? Je pense aux tensioactifs, par exemple. Oui, alors, la liste est longue. Oui. Est-ce que tu veux vraiment que je donne des gros mots à l'antenne sur les noms Non, des mais molécules? Non, mais peut-être 1 ou 2 ou 3 qui reviennent très souvent et tous voilà. effectivement, les molécules phares et les molécules connues, c'est, les formaldéhydes, le Oui. PEG, le silicone, heu et il y a des colorations, des pigments artificiels dans certains shampoings aussi. Tout ça, est vraiment à éviter. Moi, je recommanderais, Les essaie SLS, sodium laureth et lauryl sulfate, par exemple? SLS aussi qui est Oui. effectivement un tensioactif, qui est, effectivement à éviter. Maintenant, moi je dirais, que à tes auditeurs et auditrices qu'il faut, heu, viser les shampoings et les produits labellisés. C'est-à-dire que si on il y a ce phénomène qui est les consommateurs et consommatrices qui retournent les bouteilles. On les appelle les retourneurs de bouteilles. Mmh. Ils prennent le shampoing sur l'étagère et ils regardent et lisent les ingrédients. C'est très bien, mais c'est compliqué. Il y a certaines applications qui facilitent aussi la tâche, pour dire Type, voilà Yuka, exactement, mmh. qui disent voilà cet ingrédient c'est bon, cet ingrédient n'est pas bon et qui donnent des notes. Donc ça c'est pas mal, ça peut être utile. Donc plutôt que de rentrer dans l'analyse et le scanning de tous les ingrédients, je dirais qu'il faut faire confiance au label et aussi au coiffeur qui vous conseillera le bon shampoing. Quand vous voyez arriver des gens dans vos salons, et je sais que ça arrive tous les jours, qui étaient vraiment que dans la chimie et qui à un moment donné ont une prise de conscience et décident de passer à la coloration végétale ou d'utiliser des shampoings plus naturels, est-ce que vous voyez vraiment l'état des cheveux, très différent arriver dans votre salon? On a parfois des catastrophes qui arrivent dans les salons. Ouais. Après des années et des années de coloration chimique ou de mauvaises routines, à base de pétrochimie, on le constate. Alors on est poli, on le dit effectivement, l'état de votre cheveu, mérite une amélioration, mais on peut faire quelque chose. On peut se dire qu'on est les médecins du cheveu, on voit l'état arriver et Mmh. ce qui nous rassure, c'est qu'on voit la progression et l'amélioration au fur et à mesure des séances et de la modification de la routine. Donc effectivement, mais on a, parmi nos clientes, certaines qui sont, conscientes, de l'état de leurs cheveux et ou qui viennent pour d'autres raisons. Des raisons de santé, des raisons de conviction, Mmh. environnementale ou on a des femmes qui sont, bio woman sur toute la ligne, qui mangent bio, qui font tout bio, donc qui veulent aussi, mettre du bio et du naturel sur leur, Oui, ça sur leur participe cuir d'une chevelu. démarche globale. Mmh. À quelle fréquence, tiens, une petite question, il faut se laver les cheveux? Bah, la On dit moyenne pas trop souvent. non, pas trop souvent. La moyenne raisonnable, c'est de 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Mais ça fait quand même beaucoup. On avait fait le calcul, on s'était amusé à faire le calcul. Une femme, au cours de sa vie, fait jusqu'à 12 300 et quelques shampoings, dans toute sa vie. Donc on a dit, il vaut mieux choisir un bon shampoing parce que ça fait beaucoup à la fin de la vie. À la fois pour soi et pour la planète. Exactement. Mmh. Il faut penser à la pollution, au flaconnage, mais aussi à sa routine. Alors, évidemment, certaines vont dire: «Oui, mais ça suffit pas 2 fois, 3 fois», parce qu'il y a certaines qui ont le cheveu gras, donc elles se lavent tous les jours les cheveux. Ça, il vaut mieux, y remédier. Mmh. Se laver tous les jours, c'est pas bien et se laver une fois par mois, c'est pas suffisant. Donc, le raisonnable, c'est 2 à 3 fois par semaine. D'accord, bon, c'est la bonne moyenne. Alors au-delà du shampoing, comment bien se soigner, soigner ses cheveux? Comment les sécher? Quels soins appliquer? Comment les hydrater, les nourrir? Voilà, c'est quand même toujours, ces grandes questions que les femmes ont et parfois on sait pas si on a les bonnes réponses finalement. C'est des grandes questions et les réponses sont, individuelles et personnalisées. Mmh. C'est vrai qu'il y a le moment du shampoing, sous la douche, et il y a tout le reste. C'est-à-dire le cheveu, il est confronté, dans la vie de tous les jours à plein d'agressions. Les agressions physiques, chimiques, thermiques.
Alors, comment bien les entretenir? Les agressions physiques, c'est tout ce qui est les tiraillés, les lissés, c'est mettre. Alors, ça, j'ai en tête mon père encore qui me dit la casquette, c'est pas bien pour les cheveux. Il faut dire le côté mécanique. Il faut pas trop les tirailler. Attacher. Effectivement. L'aspect chimique, les agressions chimiques, c'est tout ce qu'on vient d'aborder, les produits agressifs, toxiques qui vont fragiliser le cheveu. Et oui, le côté thermique, faire des brushings trop souvent, les plaques, tout ça, ça va les abîmer. Donc, pour répondre à ta question, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut les protéger, les brosser souvent. Il y a les massages du cuir chevelu à adopter qui sont très intéressants et qui sont très utiles. La routine avec des bons produits naturels et doux. Et oui, et l'aspect thermique. Nous, on favorise évidemment le séchage naturel, c'est l'idéal. Même si en salon, évidemment, on aime bien faire de beaux brushings et les sécher au séchoir. Ce serait quoi idéalement si on a envie de se faire un brushing, pas plus de combien de fois par semaine, non, mais peut-être une fois par mois, ce serait... Une fois par mois encore, ça va, mais je dirais 2 à 3 fois. Enfin, une fois tous les 10 jours, encore, ça irait. Mais encore une fois, c'est la façon dont on le fait. Ne pas trop s'approcher de la base, enfin de la fibre capillaire, et éviter les plaques aussi, parce que ça brûle et ça fragilise la fibre capillaire. La bonne brosse pour se brosser les cheveux, elle serait comment, la brosse idéale? La brosse idéale, alors nous on en a une chez Biocoiffe, mais déjà ce serait en bois de bambou. Oui. On évite les brosses avec des poils de sanglier, avec des picots qui sont arrondis. C'est-à-dire que ce sont des picots qui vont en même temps que le cheveu est brossé, vont masser le cuir chevelu et stimuler la circulation sanguine et donc stimuler la pousse. Donc je dirais en bois de bambou, parce que le bambou est un bon matériau pour fabriquer des accessoires en coiffure, et donc le faire régulièrement. On parlait tout à l'heure de la symbolique du cheveu. Le fait de se brosser les cheveux avec une belle brosse, c'est aussi organiser ses idées, ranger et apaiser sa personnalité et ses humeurs. Tiens, à un moment donné, je pense à ça, il y a tout ce qui était coupes énergétiques qui sont apparues. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Biocoiffe, de la coupe énergétique, c'est-à-dire en fonction des phases de la lune, je précise pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors, nous, on la pratique pas, mais c'est très intéressant. Oui. C'est très intéressant, c'est une approche très originale. Biodynamique. Il y a des résultats, il y a des gestes, des matériaux. Alors c'est intéressant en plus de le voir, parce que c'est beau, c'est assez esthétique, ça fait très rituel. Et je sais qu'il y a des résultats, donc on la pratique pas encore, mais c'est une démarche intéressante. Oui, d'accord. Donc ça, c'est à chacun de voir aussi en fonction de ses croyances. C'est plutôt lié aux phases de la Lune, comme en agriculture biodynamique, par exemple. En effet. Quelques astuces pour des types de cheveux gras, fins, secs, ternes. Est-ce que tu peux nous donner une petite astuce par type de cheveux en disant « Ah tiens, si vous avez les cheveux gras, faites attention à pas faire ceci, au contraire à faire cela ». Alors, les cheveux gras, on a dit tout à l'heure que le réflexe, c'était de se laver les cheveux tous les jours. Il vaut mieux éviter. Pédale douce sur le lavage. C'est ça. Et déjà, il faut poser le diagnostic, parce que les cheveux gras, ça peut être lié à plein de causes différentes. Ça peut être lié au stress, ça peut être à l'environnement, ça peut être lié aux hormones aussi. Donc déjà, il faut poser le diagnostic. Une fois qu'il est posé, enfin, une fois qu'on sait pourquoi on a les cheveux gras, mais on peut aussi consulter son coiffeur. Il vous le dira aussi, il le repérera immédiatement. C'est effectivement d'adopter le bon shampoing. Alors, nous, on a un très bon shampoing au tea tree, avec la feuille de Nîmes, qui a un effet assainissant, qui permet ensuite de diminuer la fréquence des shampoings. Et ensuite d'utiliser des masques. Alors l'argile, c'est très bien, et des soins végétaux, les soins à base de plantes, sont très utiles pour les cheveux gras. D'accord. Je pense à l'amla, qui est très utile pour les cheveux gras, et qui permettent véritablement, et on l'observe en salon, de diminuer cette graisseur qui vient abîmer, ou en tout cas qui vient gêner la chevelure. Pour les cheveux secs, alors tout de suite une petite distinction, il y a les cheveux secs et les cheveux déshydratés. Oui. Dans un cas, c'est un cheveu qui a faim, donc il faut le nourrir, et l'autre cas, c'est un cheveu qui a soif, et là, il faut l'hydrater. Oui. Pour un cheveu qui a soif, l'aloe vera. Elle a prouvé ses... Alors, comment est-ce qu'on voit qu'un cheveu a soif ou il a faim? Il crie famine? Alors, il crie famine, et en fait, il y a des types de cheveux. Par exemple, un cheveu méditerranéen d'Afrique du Nord, on sait qu'il a tendance
sèche. Ah, il a soif. Naturellement. Donc il faut le nourrir. Ah, il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Donc huile de coco. Huile de coco, karité, tous ces beurre de karité, etc. beurre de karité, tout ça est bien connu. Monoï. Exactement. Ouais. Et efficace. Et pour un cheveu déshydraté, le cheveu déshydraté, c'est peut-être celui qui a soif et qui crie j'ai soif, plutôt lié à l'environnement. C'est-à-dire, si vous travaillez dans un environnement où il y a une clim, si vous utilisez aussi de mauvais produits qui vont assécher, mais qui vont faire dessécher le cheveu, là, c'est une réhydratation et donc il faut lui donner à boire. Et là, le meilleur ingrédient, c'est l'aloe vera. Donc, gel à l'aloe vera pur, en masque, et ensuite à rincer au shampoing. C'est formidable. Pour les personnes qui nagent aussi beaucoup, on peut penser celle de mer ou piscine qui se dessèche le cheveu par cette voie-là. Ça fait partie des agressions chimiques, en effet, puisqu'on revient... Pas le sel de mer. C'est une agression chimique si on se baigne dans la mer, pour toi ? C'est extérieur en tout cas. C'est une agression extérieure. Oui, on parle de chimie parce que c'est une réaction chimique, mais évidemment la mer c'est naturel. Mais le fait de se baigner dans l'eau salée, effectivement, on observe des conséquences un peu désagréables parfois, le cheveu rêche. Donc, mais tout ça se répare et se rééduque. Avec l'aloe vera. Les femmes, souvent, ont envie d'avoir les cheveux brillants. On voit beaucoup de marques brillant. La brillance, ça a l'air d'être vraiment un critère exceptionnel pour les cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des cheveux brillants ? Alors, effectivement, la brillance, c'est ce qui est vendu et survendu. Et c'est quelque chose qui est observé avec... qui permet la brillance peut être obtenue avec de nombreuses molécules chimiques. C'est-à-dire que ça marche. C'est efficace sur le moment. Le silicone, c'est ça referme les écailles et ça fait briller le cheveu. Mais c'est en même temps occlusif, ça l'enferme, ça l'étouffe et à terme, ça fait des cheveux qui sont fragilisés. Donc, en naturel, puisqu'on est dans le naturel, les colorations végétales ou les soins végétaux marchent très bien sur la brillance. D'accord. C'est-à-dire que l'amla ou le henné neutre, qui sont non colorants, on a des plantes qui sont non colorantes et qui permettent d'avoir les mêmes effets que la coloration végétale sans les colorer. Donc le henné neutre et l'amla sont des plantes qui fonctionnent très bien et qui permettent après 2 heures de pause sous chaleur d'avoir des cheveux qui retrouvent un gainage et une brillance. Voilà, donc là c'est un super soin pour les cheveux. Est-ce qu'il y a des petites recettes maison de shampoing ou de soins on pense évidemment à l'œuf, le rinçage au vinaigre. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux nous recommander comme ça ? Il y a plein de recettes de grand-mère, mais qui fonctionnent. Je ne dis pas ça pour me moquer, mais effectivement, je vous donnerai un ingrédient phare de Charlet. Un ingrédient phare de mon père, c'est l'argile. On a, là encore, les enfants peuvent en témoigner, baigné dans l'argile. L'argile, c'est un ingrédient, un produit de la nature qui est formidable, qui résout plein de problèmes. Que ce soit dans les articulations, en dermatologie, et pour le cheveu, il est aussi formidable parce que ça a une efficacité sur la détox. Il est détoxifiant, détoxinant. Donc, une recette que je peux donner, c'est un masque avec de l'argile verte. Alors la recette exacte, c'est 5 cuillères à soupe d'argile en poudre, d'argile verte. Vous ajoutez 5 cuillères à soupe de romarin infusé. Vous rajoutez 1 cuillère à soupe de citron et 1 cuillère à café, peut-être pas de soupe, mais à café d'huile d'olive. D'accord. Donc vous mélangez tout, vous l'appliquez en masque, idéalement avec un pinceau sur des mèches fines. Plutôt sur les racines ? Sur toute la longueur. D'accord. Sur toute la longueur. Et c'est un vrai exercice parce qu'il faut vraiment prendre des mèches fines et ensuite envelopper le tout dans une charlotte et laisser poser 20 minutes. Et ensuite vous rincez à l'eau claire ou avec un shampoing et vous verrez les différences. Une fois par mois, ça donne des effets formidables. Génial. On publiera cette petite recette de Charlet. Alors, on a fait un podcast complet avec le docteur Jade Allègre sur l'argile que ton papa doit certainement connaître au moins de nom. Alors, quels sont les autres ingrédients naturels qui soignent le cheveu ? Là, tu as parlé de l'argile. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre, ou même par voie interne, qui fait du bien aux cheveux ? Moi, je parlerai et j'ouvrirai un gros chapitre, c'est celui des plantes ayurvédiques. Oui. Les plantes ayurvédiques, c'est les plantes qui sont issues de la médecine indienne, l'ayurveda, et qu'on utilise chez Biocoiffe pour nos couleurs, mais nous, on parle de couleurs soins. Et il faut savoir que c'est une science
ancestrale, dans laquelle on trouve des plantes qui ont des vertus formidables. Je vais en citer quelques-unes, mais elles sont toutes très intéressantes. Alors je citais l'amla tout à l'heure, qui permet de garder la couleur et de prévenir l'apparition de ces tant redoutés cheveux gris. Il y a l'hibiscus qui prévient l'apparition de pellicules. Il y a le henné, évidemment, qui est bien connu. Le henné neutre, hein, on en parlait tout à l'heure, qui permet une brillance sur le cheveu. Et l'indigo aussi. Enfin, toutes ces plantes-là. Le bringrage aussi, qui va nourrir le follicule pileux. Toutes ces plantes-là sont vraiment merveilleuses. On est vraiment content de les utiliser et de les manier parce que ce sont vraiment des secrets qui permettent de résoudre, et des trésors de la nature qui permettent d'obtenir des résultats magnifiques. Donc, les plantes ayurvédiques sont véritablement, pour nous, chez Biocoiffe, des trésors et des soins à utiliser et à réutiliser. Et là, je fais référence à un podcast que nous avons fait également avec Sylvie Ampiquian sur l'Ayurveda, où elle parle effectivement aussi des soins des cheveux, et évidemment du henné, du nîmes aussi, dont tu as parlé, qui est aussi un bon antipoux. Oui. Je confirme, on l'utilise pour certains enfants dont les mamans se plaignent d'avoir des poux. C'est ça. Les habitudes de vie pour avoir de beaux cheveux, évidemment, on imagine qu'avoir une alimentation saine, si on fait du sport, qu'on est en bonne santé, qu'on est au bon air, ça favorise tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer aussi d'autres choses, peut-être un petit peu moins connues, pour favoriser un cheveu en pleine santé par voie interne ? Oui, alors je vais te donner des règles un peu générales, mais effectivement un bon sommeil, une activité sportive et un bon mental aussi, parce que ça compte. Le stress, et le fait que les méditations aujourd'hui soient à la mode, c'est très intéressant et important pour, on va dire, la santé globale. D'ailleurs, vous en proposez dans vos salons maintenant, sous casque, on peut méditer, En c'est effet, on fait méditer nos clientes sous le casque à chaleur. Avec Mika de Brito, je crois. Exactement, on a la chance d'avoir ce partenariat avec Mika de Brito, qui nous a enregistré des méditations audio guidées, donc pour nos clientes en salon. Mais l'alimentation, évidemment, tu touches quelque chose de très important, c'est l'alimentation. On répète qu'on est ce qu'on mange, et évidemment, il y a des aliments qui ont un effet direct sur le cheveu. Alors, il y a des aliments qui préviennent l'apparition de cheveux blancs. C'est-à-dire que les aliments qui sont tout ce qui est végétal, tout simplement, les fruits, les légumes, alors évidemment de préférence bio, qui sont à favoriser. Il y a des aliments qui permettent d'activer la production de kératine. Ça, c'est bien à retenir. On peut compter la myrtille, les amandes, les œufs, le saumon et les feuilles d'ortie. Quand on parle de soupe aux orties, c'est très bien pour les enfants, mais pour les adultes aussi, pour faire pousser. C'est parfait, l'ortie, il y en a partout, on la consomme pas assez. Exactement. Soupe d'ortie, là. Et favoriser le cru, en fait. Parce qu'on sait que le fait de cuire un aliment, ça le dénature et ça enlève tout son côté nutritif. Voilà, donc on le sait, de toute façon, évidemment, quand on a une bonne alimentation saine et une bonne hygiène de vie, il y a des répercussions sur tous les organes de notre corps, la peau, les cheveux, etc. On va passer à la coloration végétale. En quoi les colorations conventionnelles sont-elles potentiellement nocives ? Quels sont les ingrédients à risque avérés ? Où en est l'état de la recherche aujourd'hui à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'on voit comme pathologie potentiellement aussi se développer ? Parce que c'est vrai, quand on y pense, tu parlais des shampoings, 12 000 shampoings dans une vie. J'imagine que vous avez fait le même calcul pour les colorations capillaires. Alors, ça doit être moins, évidemment, que le shampoing. Si on imagine qu'une femme, à partir de 35-45, entre 35 et 45, commence à faire des couleurs, répétées peut-être une fois par mois, je sais pas, en moyenne, jusqu'à peut-être 70 ans, 75 ans, ça commence à faire beaucoup de chimie sur la tête. Beaucoup de chimie qui s'accumulent et qui pénètrent dans le sang. Et la recherche, puisque tu mentionnes la recherche, elle est claire. Il y a des études qui sont même très anciennes, qui établissent des liens entre l'utilisation de coloration chimique et malheureusement l'apparition de cancer de la vessie ou cancer du sein. Il y en a beaucoup chez les coiffeurs, c'est pas un hasard, ils utilisent, ils respirent ces molécules toute la journée. Donc scientifiquement, et c'est prouvé, c'est avéré, le risque est réel. Alors les molécules, elles sont aussi bien connues, c'est toutes les molécules phares et les molécules stars que sont l'ammoniac, le parabène, l'éthanolamine, le PPD, la paraffine, enfin toutes ces molécules-là qui sont présentes encore aujourd'hui malheureusement,
mais peut-être sous d'autres formes et sous d'autres dénominations, dans les colorations dites chimiques, dans les colorations d'oxydation. Malheureusement, en fait, il faut comprendre que quand on veut utiliser des colorations chimiques, des colorations d'oxydation, on n'a pas le choix. Il faut mettre ces molécules parce que ça demande une réaction chimique sur la fibre capillaire pour pouvoir sortir la couleur naturelle et injecter la couleur Oui, ça ouvre la artificielle. fibre, c'est ça que ça fait? Ça ouvre les écailles, ça éjecte la couleur naturelle et ça injecte la couleur artificielle. Donc, on ouvre les écailles, on ferme les écailles, on triture l'intérieur du cheveu. Effectivement, comme tu le dis, à terme et de façon répétée, ça abîme le cheveu et ça provoque des résultats catastrophiques, des cheveux rêches, des cheveux de paille. Malheureusement, on en a beaucoup parmi nos clientes qui viennent et qui sont désespérées. Parce qu'en plus, il y a un espèce de cercle vicieux, puisque on a le cheveu abîmé, on va utiliser encore de la chimie, des produits revigorants, nourrissants, revitalisants, mais c'est un cercle vicieux en chimie et au final, on s'en sort plus. Donc il faut sortir de ça et plutôt se diriger vers les produits naturels, c'est-à-dire la coloration végétale et 100% végétale. Sans compter la pollution, c'est assez important. Une coloration chimique qui est déversée dans les nappes phréatiques, ça provoque des dégâts aussi environnementaux. Bien sûr, comme les teintures, on a vu des reportages, je pense à ces teintures de jeans, tu sais, qui sont faits en Chine ou en Asie ailleurs, où on voit qui partent effectivement dans les cours d'eau, c'est une abomination. Oui. Et donc avec les effets qu'on connaît aussi sur le monde animal, puisqu'il y a des perturbateurs endocriniens et on observe des poissons qui changent de sexe, enfin voilà, tout ça c'est une longue chaîne et on est content d'être à la base d'une amélioration de ces mauvaises pratiques. Alors idéalement, c'est vrai que peut-être la femme pourrait aussi, dans l'inconscient collectif, il y a eu ce livre de Sophie Fontanelle, je crois que c'est elle qui a écrit le livre sur les blondes, sur accepter le fait d'être plus blonde ni blanche, mais entre les deux, et de s'accepter aussi peut-être tel que l'on est. C'est pas forcément évident. C'est un signe de vieillissement encore dans l'inconscient collectif, les cheveux blancs et les cheveux gris. Moins chez les hommes, plus chez les femmes. Ça, c'est culturel, cette différence entre les hommes et les femmes, mais effectivement, et là encore, c'est Françoise Léritier qui nous disait, effectivement, l'apparition de cheveux gris, c'est, on va dire, c'est le début de la fin. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, et il faut s'accepter. Qu'on ait les cheveux lisses, frisés, il faut s'accepter et il faut en être fier. Nous, on s'est rendu compte d'un phénomène, c'est qu'une cliente qui a l'habitude de se décolorer, donc de changer de couleur de cheveux, et qui ne s'accepte pas telle qu'elle est, elle finit quand même à un moment donné par revenir à sa couleur naturelle. Et en vérité, c'est la couleur qui lui va le mieux, le mieux à son teint, le mieux à la couleur de ses yeux. Et le fait de s'accepter permet de mieux le vivre, parce que sinon on a l'impression de porter un masque, un masque qui n'est pas, qui empêche d'être soi-même. Donc oui, puis les masques en ce moment on en a un peu marre. On en a un peu marre des masques, donc on va pas se cacher ni la bouche ni les cheveux. Il faut être fier de ses cheveux, il faut les montrer, et il faut s'accepter, qu'ils soient frisés, bouclés, crépus ou autre. Il y a esthétiquement aujourd'hui beaucoup de choses à faire, quel que soit le type de cheveux. Alors une femme qui serait passée par la coloration conventionnelle, on va dire, chimique, parce qu'en soi la chimie c'est ni bon ni mauvais, tu le redisais tout à l'heure, dans l'absolu, qui voudrait passer à la coloration végétale, est-ce qu'elle doit passer par des étapes et quelles sont-elles ? Alors là encore, je vais rementionner l'argile, puisque dans nos protocoles chez Biocoiffe, quand une cliente vient de la chimie, on lui fait donc notre masque à l'argile, qui est notre masque détox. Il va enlever, on va dire, une bonne partie des résidus de silicone ou de résidus qui se trouveraient encore sur le cuir chevelu et sur le cheveu. Ça peut pas enlever. Oui, ça enlève pas la couleur. Non, mais ça prépare le cheveu à l'arrivée de pigments végétaux. Donc oui, nous on impose le masque à l'argile à toute nouvelle cliente et également aussi à certaines clientes qui parfois repassent du mauvais côté et font des bêtises et utilisent des mauvais produits. Donc elles reviennent et elles refont un masque à l'argile, un masque détox qui leur permet de reprendre une routine naturelle. Donc c'est tout à fait faisable et c'est la majorité de nos clientes. La majorité de nos clientes viennent après avoir éprouvé et avoir expérimenté des routines plutôt classiques et pétrochimiques. Et donc elles viennent nous voir et voilà, passage obligé à l'argile.
Alors j'ai une question qui va paraître un peu bizarre, pas pour toi, mais en tout cas pour celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'une vraie coloration végétale? C'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai découvert qu'il y avait aussi beaucoup de faux naturels, c'est-à-dire qui sont des colorations dites naturelles ou végétales, mais qui en fait le sont pas vraiment et qui contiennent encore des ingrédients chimiques. Comment est-ce qu'on peut démêler un peu le vrai du faux? C'est pas évident. C'est pas évident, c'est une très bonne question, c'est pas une question bizarre du tout. La coloration dite naturelle ne veut rien dire. En effet, il y a beaucoup d'enseignes et de marques qui en profitent, c'est le fameux, phénomène du greenwashing. On met sur le packaging, un univers, floral avec des plantes qui font penser inconsciemment à un produit naturel. En fait, il y a 2 choses à vérifier et à valider. Une vraie coloration végétale, c'est une coloration 100% végétale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ingrédient chimique. Et là, il faut retourner la boîte et regarder et vérifier l'absence de tout ingrédient chimique. Il n'y a pas besoin de chimie pour colorer les cheveux, il suffit de maîtriser les bons mélanges, le bon temps de pose et les bons pigments. La deuxième chose, c'est le label. Il est préférable que ce soit labellisé. Donc, en fait, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, une vraie coloration végétale, si vous voulez viser le vrai végétal, c'est du 100% végétal, pas d'ingrédients chimiques, et de préférence labellisé. Parfait. Au moins ça, c'est tout à fait clair. Hem, Est-ce qu'il y a des pigments? On dit que tout est poison, rien n'est poison, tout est aussi une question de dosage, hein. On sait que la nature regorge de poisons potentiels. Est-ce qu'il y a des pigments végétaux qui peuvent être allergisants? Est-ce que vous avez vu des réactions parfois? Ou est-ce qu'il y a certains pigments que vous évitez parce que vous savez qu'ils sont un peu, qui peuvent être problématiques? Sur les allergies, c'est très important. Beaucoup de femmes viennent nous voir pour des raisons d'allergie. Donc on sait qu'elles ont un terrain allergique. Et le premier réflexe d'un bon coiffeur, c'est de faire le test de Saburo. C'est un test qui fait qu'on met une partie de la couleur soit derrière l'oreille, soit au pli du coude, et on attend quelques heures pour voir s'il y a une réaction. La plupart des cas chez nous, quand on fait le test de peau avec nos colorants végétaux, il n'y a pas de réaction sur ces terrains allergiques. Donc on est rassuré et on peut passer à la couleur. Donc pour te répondre, effectivement, on peut dans la nature, on peut être allergique au kiwi, à la fraise. Donc il y a des éléments de la nature qui peuvent entraîner des réactions allergiques. Mais on peut pas dire à proprement dit que dans les colorations végétales, il y a des allergènes. Oui, Les allergènes, comme c'est on peut le dire évidemment avec les huiles essentielles par exemple, de manière plus affirmative. Exactement. Donc je vous dis, en plus de 15 ans, qu'est-ce qu'on a pu observer peut-être parfois un petit échauffement avec l'indigo, mais rien de mal. C'est pas des réactions avec des œdèmes et des grosses plaques qui arrivent, qui peuvent survenir comme dans les allergies liées à la coloration chimique. Donc très peu de risques, voire même pas du tout. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des colorations végétales et qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire, qu'on soit clair pour les consommatrices? Alors, je vais être très clair. Avec le végétal, on peut faire une infinité de couleurs, mais on ne peut pas décolorer. Pour décolorer, l'opération d'éclaircissement demande de la chimie. Donc, on a une palette mais infinie de pigments végétaux, puisque le propre de la coloration végétale, c'est que c'est du sur-mesure et c'est du personnalisé. Il n'y a pas une cliente qui a la même formule. Donc on a heureusement des fichiers dans lesquels on range les formules de chaque cliente. La palette est infinie. On peut aller du blond, du brun, au roux, au noir. C'est quelque chose de très gratifiant et d'épanouissant pour le coiffeur qui le fait, parce que il peut s'amuser et s'épanouir avec toute cette palette infinie. Et effectivement, sur le cheveu blanc, moi je le compare toujours à une toile de peintre vierge, on peut faire toutes les couleurs. Mais une femme qui aura un cheveu foncé ne pourra pas avoir un cheveu blanc. Voilà, on peut pas passer du noir corbeau au blond. Au blond Marilyn, non, impossible. En tout cas, moi je me souviens d'avoir vu des femmes sortir avec des roux flamboyants extraordinaires et j'étais émerveillée de voir que effectivement la coloration végétale permettait toutes ces nuances. Mais c'est ce qu'on adore, nous, c'est donner le sourire aux clientes et de donner le sourire aux clientes qui regardent les clientes qui ont le sourire. En termes de contraintes, ça pose plus longtemps. Il faut rester plus longtemps soit sous le casque quand on vient à domicile, quand on vient chez le coiffeur, chez vous, soit sinon à la maison, laisser poser, ça peut être vu comme une contrainte. C'est un peu plus long que de la coloration conventionnelle. Oui, alors on peut voir ça comme une contrainte, mais on peut voir ça autrement. La coloration végétale met plus de temps à poser et nécessite l'apport de chaleur. Et moi, je le dis, et c'est un peu notre slogan chez Biocoiffe, tout ce qui est bon met du temps.
Et tout ce qui ne prend pas de temps ne résiste pas au temps. Donc il faut du temps pour l'application, oui, mais pour la pause, sachant qu'ensuite ça tient très fortement, très durablement. Donc oui, on peut voir ça comme une contrainte, mais on peut voir ça aussi autrement. Comme tu le disais, dans nos salons, on fait méditer nos clientes, mais ce moment un peu plus long est un moment de bien-être, un moment que chaque femme doit prendre pour elle. C'est une parenthèse qu'elle prend pour elle et qu'elle doit prendre le temps d'avoir pour elle. C'est un petit sacrifice, mais honnêtement, personne s'en plaint. Elles sont prévenues. Et étant donné le résultat final, on va dire ça vaut le coup. Ça en vaut la chandelle. Elles peuvent le faire aussi à domicile, puisqu'on peut, enfin en tout cas chez Biocoiffe, on peut commander des box sur internet et puis se les faire livrer chez soi, et soit se le faire appliquer par son coiffeur habituel, s'il n'y a pas d'enseigne près de chez soi, soit le faire soi-même. Exactement. Ouais. On a un diagnostic en ligne qui permet, là encore, la formule personnalisée. Si la cliente n'a pas de coiffeur végétal à côté de chez elle, et malheureusement c'est pas encore le cas. Moi on parle de désert médical, et là pour les colorations végétales, je parle de désert végétal. C'est pas encore assez répandu et diffusé sur le territoire national. Est-ce qu'on couvre 100% des cheveux blancs en coloration végétale, Simon ? Je t'appelle par le prénom de ton papa, Charlet. Mais je vais répondre comme mon père. La réponse il est dirait oui. La même chose. Charlet, ton esprit est parmi nous. Il nous entend probablement, et c'est très bien que oui, la coloration végétale couvre les cheveux blancs à 100%. Ça fait partie encore, ça, des préjugés. La coloration végétale, ça tient pas dans le temps, ça couvre pas les cheveux blancs. C'est faux et archi faux, et on le prouve au quotidien. Et c'est une des raisons, on va dire, majeures de la visite de nos clientes. Elles veulent couvrir leurs cheveux blancs. Et elles sont assez tatillonnes, elles se regardent à la fin pour voir si vraiment il reste pas une petite racine blanche. Elles sont toujours rassurées. Et l'avantage en plus en végétal, c'est qu'il n'y a pas l'effet racine. Tu sais, c'est l'effet qui s'observe après une coloration chimique où il y a vraiment marqué. La barre blanche de séparation entre ce qui est coloré et ce qui repousse. Là, il y a un effet atténué, c'est plus... l'azuré. C'est plus l'azuré, c'est plus soft, c'est plus en transparence, et donc ça fait plus naturel. Tout à fait. Dernier point, et on en aura terminé pour mes questions, Simon. En termes de coût, est-ce que c'est à peu près pareil ou c'est quand même plus cher ? C'est un peu plus cher, il faut compter 10% plus cher pour une coloration végétale, puisque ce sont des produits qui sont nobles, c'est une expertise encore rare. C'est en labellisé salon, en salon, en effet. Mais je dirais que justement pour compenser ce prix qui est un peu plus haut, nous on n'est pas pour la multiplication des produits sur les étagères justement. Le fait que la coloration végétale soit une couleur soin empêche ou évite justement d'acheter tout un tas de soins ou toute une artillerie sur l'étagère qui permet de revigorer, revitaliser, redonner du soyeux, de la brillance, puisque ça c'est l'effet et les conséquences de la coloration végétale. Donc c'est un peu plus cher, mais par ailleurs on fait des économies sur tous ces produits-là. Parfait. Eh ben, écoute, je crois qu'on a toutes les informations. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, les personnes peuvent aller sur votre site internet biocoiffe avec 2f.com. Simon Assoun, merci infiniment pour toutes ces informations extrêmement riches. Je rappelle que tu es l'auteur d'un livre aux éditions Erol avec Charlet, Soigner ses cheveux au naturel, avec la collaboration de Claire Séjourné. Vous pouvez aussi évidemment retrouver toutes vos actualités et puis les lieux des salons de coiffure en France. Je viens de le dire sur le site biocoiffe.com et vous retrouvez sur vos réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup Simon. Merci beaucoup Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.